La prochaine fois que tu seras bloqué comme ça, tu auras une méthode pour essayer de t'en sortir. Voilà, c'est vraiment comme ça. Et parce qu'il y a toujours, je suppose, des groupes pour lesquels ça marche très bien et qui n'ont pas besoin d'enseignants. Est-ce que votre présence est indispensable ou est-ce que c'est pas simple pour ils ne peuvent pas s'en passer et justement leur apprendre à... Ah si, il y a des groupes, on voit certains groupes, on les voit le mardi, on leur dit bonjour, ça va, oui, ça va, comme d'hab, oui, comme d'hab, bon, on passe aux autres. Après on revient, on fait, au fait, faut mettre à jour la plateforme collaborative avec le rapport. Bon, d'accord. Bon, mais voilà, mais il y a des groupes pour lesquels effectivement ils n'ont pas besoin de nous, tout à fait. Et on leur a permis de se mettre sur un projet comme ça, ils se sont lancés dedans et effectivement ils sont motivés, ils n'ont plus besoin de nous. Et je voulais juste compléter un petit peu, c'est pas forcément qu'ils sont très très bons techniquement, qu'ils savent comment faire un rapport ou qu'ils sont réguliers dans leur travail. Souvent c'est ça, souvent ceux qui sont très bons en code, ça les fait vachement chier d'aller sur la plateforme, de bien documenter ce qu'ils ont fait, parce que c'est quelque chose sur quoi on tient beaucoup dans le scope, d'avoir un suivi régulier et puis qu'il soit explicite dans les problèmes qu'ils ont rencontrés et de la manière dont ils sauront trouver la solution. Et donc, typiquement pour quelqu'un qui aime coder, qui aime développer, c'est vraiment la peine maximale de l'utiliser ça. Et donc notre travail est souhaitable même avec ceux qui sont vraiment très bons. Donc ceux qui ne sont pas bons en code, on va essayer de les débloquer. Ceux qui sont bons en code, ils ont d'autres insuffisances. Mais c'est pas le mode du cours autogéré, quoi, où on leur dit allez, faites ce que vous avez à faire, vous démerdez très bien. Je pense toujours que la place de l'enseignant est importante dans ce cours, ne serait-ce que parce que c'est un ancien milieu qui ne connaissent pas très bien le monde du logiciel libre. Ils savent l'utiliser, mais comme Karine l'a dit, compiler un projet, mettre en place un environnement de développement, c'est qu'à l'époque, nous on savait faire ça parce qu'on était obligé de recompiler notre noyau tous les mois ou toutes les 3 semaines. Et maintenant, tout est en mode clé-couille presque, même sur Linux. Donc le but, c'est vraiment de les plonger dedans, de leur montrer l'autre côté du décor. Alors, juste un mot au sujet de la question qui a été posée sur le management. Ce genre de rôle, ça existe aussi dans des entreprises, dans des projets en général. Je veux dire, le rôle du prof, c'est pas un rôle de manager, d'après ce que je comprends, c'est un rôle de tech lead. C'est une personne qui a plus d'expérience, qui ne va pas forcément faire les choses pour tout le monde, sauf une fois de temps en temps donner un coup de pouce pour débloquer, et qui va être là essentiellement pour donner des conseils tout en faisant un autre travail. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui existent, et c'est pas quelque chose qu'on peut confier à un manager pur non plus, parce qu'il y a vraiment la composante « j'ai plus d'expérience que vous » dans le domaine sur lequel vous travaillez. D'ailleurs, c'est vrai que c'est pas toujours facile pour nous, et c'est bien aussi qu'on soit à deux, puisqu'ils choisissent aussi des projets de différentes technologies, etc. Donc il faut avoir les compétences, que ce soit en objet, en web, en C, en tout ce qu'on veut, en Python, je ne sais plus tout ce que j'ai vu. Et je vous avoue qu'on n'est pas trop de deux pour arriver à régler tous les problèmes techniques. Effectivement, on a une part de conseil, mais il y a une part aussi, quand eux ils ont un problème, il faut qu'on arrive à le débloquer. Donc il faut qu'on mette les mains, et puis on leur explique comment nous on met les mains dans le cambouis, comment nous on fait. On n'est plus dans le théorique, on est vraiment dans le pratique. Comment moi je vais faire quand j'ai ce type de problème, et je leur explique en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois je les débloque, mais ça c'est très important et c'est fondamental, c'est aussi je leur explique comment je fais, où je vais chercher. Je pousse, je réfléchis à haute voix, je leur explique comment je vais, et y compris parfois ça arrive 2, 3, 4 heures, on est bloqué sur la solution, ou Ivailo ou moi, on reste avec le groupe, on est bloqué sur le problème, on reste, on leur montre comment on a réfléchi, comment on a osé installer un truc, comment on a osé déplacer autre chose, etc. Et eux après du coup quand ils ont un problème, ils se disent ah bah oui, on peut essayer. Puisque on a vu la prof, on a vu Ivailo le faire, nous aussi on peut le faire, on peut essayer des choses. Ça, c'est une étape qui n'est pas forcément intuitive au départ. J'ai même vu des étudiants qui étaient bloqués, c'est-à-dire qu'ils ont le code source et on leur dit vas-y, ah bon, j'ai le droit d'écrire dans le code source, je te promets, tu as le droit, c'est pour ça.
Donc c'est un peu une caricature ce que je dis, mais c'est pas très loin de la vérité. Il faut vraiment leur montrer qu'ils peuvent y aller, qu'ils peuvent se tromper, qu'ils peuvent tout casser. C'est pas grave, il n'y a rien de grave, bien au contraire, c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Merci beaucoup Caroline pour le courage de venir présenter en 4 heures après la soutenance de thèse. Merci à vous. Et donc on passe au sujet suivant, Mathieu Nebra. Donc on sort